Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, je reçois un invité qui est issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour vos projets résidentiels, commerciaux et institutionnels, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais également remercier Watts, qui est un agent manufacturier, en plomberie. Donc, pour des drains, des PRV, des supports, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont représentés par Lajoie, ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Tout d'abord, cette semaine, on a eu Mario Desroches du CIUS des Laurentides ainsi que Alexandre Blain de GBI et Pierre-Samuel Baudouin de GBI qui sont venus nous parler de leur nouveau projet, une unité mobile de stérilisation qu'ils ont fait récemment. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être là. Bienvenue au podcast. Merci de votre invitation. Ça fait plaisir. Ben, il y a de quoi à ce que vous soyez là. C'est comme Grand Prix du génie. On va en parler plus en détail, là, mais pour moi, c'est comme quand Mireille m'a appelé, hey, peut-être ça serait cool que tu sois là. C'est clair, j'étais quasiment gêné de vous appeler pour être là, mais non, c'est un honneur pour moi de vous avoir. En plus, je vous connais un peu pour tous les projets. On est impliqués dans des associations. Fait que, on va commencer pour que les auditeurs, je parle tout le temps, vous avez vu un peu ce qu'on fait comme podcast. Fait que on part tout le temps pour que les auditeurs connaissent les invités. Fait que, qui veut se lancer? Mario? Avec plaisir. Mario Desroches, ingénieur mécanique pour le CIUS des Laurentides. Je travaille pour la DSC, la Direction des services techniques du CIUS des Laurentides. Ingénieur de formation, sorti de l'université en 89. Je travaille dans le domaine depuis. Tu étais à quelle université? À l'université de Sherbrooke. Oh! OK, parti de Sherbrooke. Laurentide, faut que tu m'expliques ton chemin, comment tu t'es rendu là. Plusieurs détours en plus. les fameux détours de Montréal, ils l'ont amené à Mont-Laurier. Oui, j'ai fait un long détour. Je suis natif de Témiscamingue, grandi dans la Naudière sur une ferme. Fait mes études à Sherbrooke. Choix d'université qui me semblait fort intéressante et que j'ai adoré d'ailleurs. Mon premier emploi est au Saguenay. J'ai été pratiquement une dizaine d'années au Saguenay, toujours dans l'ingénierie, pour des firmes d'ingénierie. As-tu fait génie mécanique du bâtiment? Non, c'était génie mécanique. Mécanique. Oui, je me suis spécialisé un petit peu dans mes cours de spécialisation à l'université, mais surtout de par la pratique. OK, ouais. C'est pas mal le cursus de tout le monde. Tu apprends bien du beau stock à l'université, mais quand tu arrives sur le plancher, c'est autre chose. Ah, tout à fait. Après le Saguenay, j'ai été une dizaine d'années, grosso modo, à Gatineau, toujours dans le génie conseil, pour faire une histoire courte, arriver au CIUS des Laurentides en 2014. Je donne du service comme ingénieur conseiller cadre d'ingénierie et développement durable pour le CIUS des Laurentides. My God! Il doit en avoir un peu sur ta plate. Quelques dossiers. Puis là, quand on parle CIUS des Laurentides, ça couvre de où à où pour que les gens comprennent? Oui, le CIUS des Laurentides, c'est le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides. Ça couvre de l'hôpital de Saint-Eustache à aller jusqu'à l'hôpital de Mont-Laurier. Donc, ça inclut les hôpitaux de l'hôpital régional de Saint-Jérôme, ça va de soi. L'hôpital de la Chute, Argenteuil, Sainte-Agathe, Rivière-Rouge, Mont-Laurier. My God! Puis vous êtes combien dans l'équipe? Le CIUS des Laurentides, c'est environ 18 000 personnes, grosso modo. On a une belle petite équipe à la DST, Direction des services techniques. Il y a une trentaine, du moins, qui sont dans l'équipe construction. Une dizaine à peu près dans l'équipe de direction. Pour planifier tous ces beaux projets-là qu'on réalise par la suite, ça nous fait une belle petite équipe, là. Évidemment, il y a les équipes d'opération maintenant, les SFIM, qui sont très nombreux également. Là. Puis eux sont directement sur les sites, affiliés à des sites, l'équipe de maintenance? L'équipe de maintenance, oui. L'équipe d'ingénierie, c'est regroupé en partie, mais certains sont sur les sites également. Puis tout le monde, un peu, on va en parler avec ce projet-là, mais tout le monde se promène selon les spécialités, selon les enjeux de projet, l'expérience. C'est un mélange de tout ça, effectivement. Mettre le bon monde à la bonne place, comme on dit. Oui, bien, il faut. Puis là, surtout avec il y a des investissements majeurs dans le milieu hospitalier. Là, vous devez. Bien, c'est pas compliqué. Moi, je passe devant
Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe, Rivière-Rouge quand je monte au chalet. Là. Fait que, tu sais, j'ai fait tout, là. Puis là, toutes les fois, tu sais, nouveau chantier. Là, je suis comme, c'est... Fait que là, vous avez combien de projets présentement en cours? Hey, je serais bien embêté. Moi, je collabore peut-être sur une quarantaine, mais il y en a plus que ça, parce que je m'occupe uniquement des projets qui ont une forte saveur d'électromécanique. OK. Bon, donc les projets qui sont plus architecturaux, construction de façon générale, je suis moins là, sauf pour les portions électromécaniques qui me concernent davantage. Là. Yeah. Ouais. Bienvenue au podcast, Mario. Merci beaucoup d'avoir accepté. Alex? Yes. Je te laisse, Alex Blain de GBI, je te laisse te présenter. Ben bonjour, Alexandre Blain, ingénieur aussi de chez GBI. Moi, je suis rentré chez GBI en 2009 alors que je voulais faire un stage. Je cherchais dans quoi m'en aller. Puis finalement, j'ai eu l'opportunité de travailler sur le projet du CHUM que malheureusement GBI n'a pas pu réaliser, mais dans l'appel de proposition qu'on était avec Pomerleau à l'époque. J'ai tout de suite commencé ma carrière dans le domaine de la santé. Je tombais en amour avec ce domaine-là. Déjà, moi, là, quand j'étais au cégep, je cherchais, je voulais un petit peu aller en recherche médicale. J'avais pas les notes pour aller en médecine, puis ça m'intéressait pas non plus, mais des choses comme la recherche, j'aimais ça. Puis, fait que, tu sais, j'ai continué à lire sur le médical. Mais avec ma passion de l'ingénierie, je trouvais que c'était vraiment une belle fusion entre les deux domaines que j'aimais beaucoup. Fait que tout de suite commencer avec le CHUM, voir, il y a quand même des beaux défis dans la santé. Là, on voit la ventilation, c'est même pas les mêmes codes et normes que dans une école ou que dans un espace de bureau. On a plein d'autres choses à apprendre, plein d'autres choses à voir. Fait que j'ai vraiment trippé là, dès le début. Quand j'ai fini mon stage, j'étais pas capable de retourner à l'école. Je veux dire, j'ai fini mon bac, mais j'étais pas capable de retourner puis de quitter l'entreprise. Le projet continuait. Fait que j'ai jamais quitté GBI. T'es toujours en stage chez GBI. Je suis toujours en stage. Ça fait 12 ans. C'est ça. Ça fait 2009, ouais, ça fait 13 ans même. Mais en fait, non, c'est ça. J'ai fini mon bac. J'allais à l'école temps plein, puis je travaillais chez GBI temps plein la dernière année et demie. J'ai fini à Polytechnique, donc en 2011. La fin était plus laborieuse que le début. Une chance que j'étais bien parti, fait que j'ai pu avoir des moins bonnes notes à la fin, disons. Ouais, ben souvent, tu sais, moi, j'ai fait le même processus, mais j'ai été du côté alimentaire. Puis, tu sais, quand t'es dans ton bac, puis là, tu touches... À ton domaine. Tu touches à ton domaine. En fait, c'est, tu sais, quand tu vois qu'il y a des choses que tu n'appliqueras pas dans ton domaine, un moment donné, tu fais, je vais le compléter. Puis, un moment donné, tu t'en vas dans tu sais, moi, j'ai travaillé chez Molson durant mon bac. C'est concept. Disons que j'ai bien aimé. Mais tu sais, quand on arrivait dans le temps des compresseurs, du traitement de l'air, du traitement de l'eau, là c'est le fun. Je regardais ça, on appliquait quelque chose, puis moi, j'étais en équipe de maintenance, fait que tu t'en retournais dans l'équipe de maintenance avec les ingénieurs, puis là, tu t'appliquais direct. Ah ouais. Quand tu dis, une fois que tu as compris c'est quoi l'impact directement sur le field, là, après ça, c'est comme... C'est ça. Tu l'appliques tout de suite, ça rentre la matière, là, c'est incroyable. Pour les cours qui sont pertinents. Pour ceux qui sont pas pertinents, là, t'as plus de la misère à les finir. Mais une chance que les cours de spécialité à police donnent à la fin... À la fin du bac. Ça te permet de développer qu'est-ce qui te fait triper. Ben oui, puis c'est ça. Voir aussi, dans tes stages, à un moment donné, tu fais des stages, puis c'est ça la beauté des stages, c'est que tu embarques avec un stage, puis là tu fais wow, ouais, ça me... Non, c'est pas fait pour moi, tu sais. Alors autant qu'il y a d'autres choses. C'était vraiment le fun. Ouais, c'est ça. Mais là tu disais que tu avais une passion pour la médecine. T'as-tu quelqu'un dans la famille qui est impliqué comme médecin? Non, pas des gens directs. Tu sais, à l'époque, des fois, j'allais dans des cours de médecine. C'était peut-être parce qu'à Poly, il n'y avait pas beaucoup de filles. Puis bon, c'est la réalité des choses. Fait que des fois, on faisait un petit cours de médecine, un petit cours de pharmacie. Puis je trouvais ça super intéressant. Mais ça m'est resté là, de dire, OK, quand je vais aller travailler dans le génie, de commencer avec un projet comme le CHUM. Puis après ça, de fil en aiguille, là, tu sais, connaître la norme Z317, entre autres, un petit peu plus que les autres. Puis là, pouvoir faire ma carrière là-dedans. J'ai vraiment aimé ça. Ça fait des défis très différents. Puis ça nous permet, tu sais, j'ai quand même travaillé dans des écoles, fait des tours à condo pour pouvoir voir la différence. Chez GBI, on aime ça, on se dit être où le génie sera. Tu sais, on aime ça innover, on aime ça les projets qui a de l'ingénierie, là, qui a quand même un défi. Fait que, tu sais, j'ai été surpris la première fois que j'ai fait une tour à condo. Dire, hey, un bâtiment de grande hauteur, même quand c'est une tour à condo, il y a des défis d'ingénierie, faut que tu regardes. Là, quand t'as 20 étages, la pression en haut, c'est pas la même qu'en bas. Fait que j'ai pu tout voir ça dans ma carrière, déjà. Tu sais, j'ai trouvé ça super le fun de voir les différents défis qu'on a dans les différents domaines. Mais je reviens toujours à la santé, c'est un petit peu mon dada, c'est ça que j'aime.
semaine, travailler dans un bloc opératoire en mode occupé pour pouvoir bien gérer le chantier quand il y a une opération juste à côté, prévoir les bonnes choses avec l'entrepreneur. Je trouve ça le fun. C'est ça, tu sais. Il y en a qui font des crises d'anxiété. Tu fais juste. Tu sais, tu me parles de ça, puis là, je suis comme. Ça va être compliqué. C'est sûr que je dormirais pas beaucoup, là. Puis toi, t'es comme, c'est excitant. Peux-tu prendre un deuxième café? On en parle. Ben oui. On regarde le chemin d'accès, on regarde comment. Il y a plein de choses de plus qu'il faut que tu ailles pour être sûr qu'il n'y a pas de contaminants avec les gens qui vont arriver avec du matériel stérile. D'ailleurs, ça fait lien avec notre projet. On a eu à regarder ces choses-là. Mais tu sais, même nous, dans l'ingénierie, le chemin d'accès des matériaux, puis avec la dimension des matériaux qu'on a apportés, ben, ça fait des beaux défis. Yes. Bienvenue au podcast, Alex. Merci d'être là. Pierre-Sam. Salut, merci de me recevoir. Yes. Moi aussi, comme Alex, je suis rentré avant même mon premier stage universitaire chez GBI. J'ai commencé comme dessinateur. Après ça, j'ai travaillé depuis 2005-2006 chez GBI. J'ai vraiment fait différents rôles. Je suis aussi ingénieur spécialisé en mécanique du bâtiment. Attends, là, tu passes ça. T'es rentré comme dessinateur. Ouais, ben je suis rentré à la fin de mon secondaire, je voulais une job d'été. J'étais bien placé quand même dans la compagnie pour avoir une job d'été là-bas. Fait qu'après ça, j'ai fait un peu tous les rôles. J'ai fait une couple d'été en chantier. Après ça, mon premier défi majeur, Alex, il est rentré direct au CHUM. Moi, c'était au Nord-de-Lec, un building qui ressemble un peu à ici. Honnêtement, je me promenais dans les corridors au début, puis je me rappelais ma jeunesse. C'était un vieux bâtiment qui a plein de potentiel, mais plein de problèmes partout. Ouais. Fait que moi, c'est la branche que j'ai continué de suivre après. Là. Ben, en fait, pour le milieu de la santé, c'est un très bon parce que le Nord-de-Lec, pour que les gens sachent, c'est bâtiment quand même massif comme lui qu'on est ici, mais avec 3-4 bâtiments reconnectés. Là, exact. Puis tu rentres là-dedans, c'est un labyrinthe, up-down, plein de locataires qui font plein de belles choses. Plein de choses différentes. Exact. Ça part de projets industriels à des condos qu'on est venu rajouter là-dedans, plein de bureaux différents qui ont des capacités différentes dépendamment de ce qu'ils font. Fait que c'était plein de challenges. C'est ça que j'ai aimé, qui m'a gardé allumé dans l'ingénierie, si on veut. Puis ça a été mon premier défi majeur, si on veut. Puis après ça, j'ai continué différents types de projets. Puis là, tu as fait ton bac en... Moi, j'ai fait mon bac en génie construction à l'ETS. Donc, j'ai pris un parcours un peu différent de génie mécanique. Quand j'ai regardé les deux cursus, honnêtement, il y avait autant de cours de spécialisation en mécanique du bâtiment, en génie construction qu'en génie mécanique. Fait que je me suis dit, en allant à génie construction, je vais voir l'ensemble, je vais comprendre ce que mes partenaires en structure ont à faire, je vais comprendre un peu plus de gestion de projet. Fait que je trouvais que c'était un cursus intéressant que j'ai bien aimé, puis comme Alex, j'en ai bien profité. Ouais, non, ben, tu sais, le génie de la construction te direct, ben, juste, c'est le fun parce qu'il y a eu 3 universités, fait que, tu sais, Sherbrooke, qui est comme un mix entre Poly et l'ETS. Après ça, Poly, qui est très, très, ben, juste pour te dire, moi, dans le temps, j'ai l'air du vieux, là, mais... T'es allé à Poly aussi, hein? Moi, j'ai fait 2001 à 2006. Puis, il n'y avait pas de stage obligatoire. Il n'y avait aucun stage obligatoire. Puis là, moi, ça n'a aucun sens. Fait que j'avais un cousin qui travaillait chez Molson. Fait que je suis rentré là. Puis j'ai fait Molson tout le long de... Excusez. J'ai fait Molson tout le long comme stagiaire. Fait que je travaillais temps plein là. Ben, temps plein. 30 heures semaine. Plus l'université, c'est la raison pourquoi je l'ai fait sur 5 ans. Puis, tu sais, l'ETS qui est comme... Je pense qu'il faut que tu fasses un stage avant de commencer l'ETS pour être sûr que tu aimes ça vraiment. Mais tu sais, c'est vraiment très axé directement sur le field. T'sais. Sur la pratique, oui, effectivement. On a 3 stages obligatoires minimum. Donc, c'est vraiment... Ça te garde dans le milieu. Ça te permet de voir différents types de stages. Il y a des gens qui décident de faire une session chez nous, qui vont chez le client, qui reviennent, ou peu importe. Mais on a quand même beaucoup qu'on aime ça quand les jeunes viennent dans leur premier stage chez nous, puis on leur donne la chance de travailler différents types de jobs, si on veut, sans les spécialiser. On leur dit, t'as appris la base chez nous à ton premier stage, ben viens au deuxième, on va le planifier tout de suite, mais on va te faire d'autres sortes de projets, d'autres sortes d'équipes, puis tu vas pouvoir voir différentes orientations du génie conseil. Fait que c'est ça qui est le fun de l'ETS aussi, ça permet d'évoluer pendant tes stages. Puis là, tantôt, on a parlé un peu du rôle de Mario au CIS, des Laurentides. Vous autres, vos rôles chez GBI?
Ben moi, je suis directeur mécanique électricité du bureau de Montréal, puis un peu aussi du bureau de Québec, là, entre guillemets, par intérim. Puis un peu du bureau de... Dans Repentigny, je le sais à Jean-Michel, c'est bon. Mais, fait que dans le fond, nous, en tout, là, on est peut-être 55-60 à Montréal, une quinzaine à Québec. C'est toute l'équipe mécanique électricité. Fait que nous, dans le fond, on a 5 domaines d'activité que j'aime un petit peu dire. On fait de la santé, évidemment, là, ce qui est mon gaga à moi. On fait du résidentiel. On fait beaucoup de piscines. Il y a des gros défis là, dans les projets de piscine. Des fois, ça a l'air de rien, mais t'as la récupération d'énergie avec la déshumidification. C'est vraiment des projets intéressants. On fait autant la filtration d'eau que vraiment quand c'est à l'intérieur, tout ce qui est mécanique du bâtiment. On fait aussi du commercial. On fait projet Royal Mount que Pierre-Sam connaît probablement même plus que moi, mais un des plus gros projets qui se fait présentement dans le commercial. Puis le 5e qui est du scolaire. On a gagné l'année passée. Là, on est ici pour des prix, parce qu'on a gagné, mais l'année passée aussi, on avait gagné des prix avec l'école Curé-Paquin à Saint-Eustache, qui était la première école carbone zéro. Fait qu'on est très fiers. Dans tous ces domaines-là, on est capable d'innover puis d'aller un peu plus loin. Puis c'est ça qui nous drive. Yeah. Cool. Toi, Pierre-Sam? Moi, je suis vice-président service conseil stratégique. Je fais encore une bonne partie d'ingénierie de mes journées, mais j'ai pris le défi aussi de faire rayonner la firme. Je fais du PR. Ben oui, mais pas. Je suis aussi vice-président de. Je sais plus le titre. C'est ça, le titre. En gros, tu jases beaucoup. Ben franchement, je l'ai relu avant de rentrer pour être sûr que je disais le bon. Là. C'est bon. Mais c'est pas du PR traditionnel. Ce que j'aime amener à notre gang, c'est d'avoir des ambassadeurs chez nous, puis que chaque personne qui travaille chez GBI soit fière de travailler là, qui en parle à leurs amis, qui en parle aux clients. Le second PR, il est super important pour nous autres. Puis je pense que c'est plus comme ça qu'on réussit à se démarquer, que j'ai pris le challenge de faire rayonner un peu la firme. On était une firme un peu timide, si on veut, dans le temps. On a toujours aimé innover, faire des beaux projets, mais on n'en parlait pas beaucoup. Fait que c'est un peu de sortir du carcan traditionnel, de voir le monde, de voir qui qu'on connaît, mais plus de faire rayonner le monde, de parler de nos projets. On le faisait pas. Puis là, le projet duquel on parle aujourd'hui, il est exceptionnel, mais il a quand même fallu que je torde le bras à Alex pour dire « Hey, on va le présenter. » Je suis sûr qu'on a des chances de gagner. Mais connaissant Alex, t'as dû regarder le projet puis juste faire « Ouais, non, mais c'est correct, c'est un beau projet. » là. Ben Alex, c'est son donne-moi le prochain là. plan, c'est ça. Mais moi, quand on fait les conférences sur le CHES, l'association qu'on a ensemble pour le milieu hospitalier en ingénierie, vous parlez de ça comme le day-to-day, juste un shutdown dans... Mario, tu vas pouvoir en parler, un shutdown dans un hôpital. Là. C'est intense. Moi, je dors pas beaucoup. Là. C'est clair. C'est hyper complexe. Puis, il faut que vous Des fois, je fais des shutdowns sur de l'eau domestique. On change les backflows, on en rajoute, on change les pompes. On prévoit, puis on prévoit un peu plus, mais là, c'est de l'eau domestique, très simple. On va trouver une solution. Vous autres, l'eau pure, l'air d'instrumentation, la vapeur... Puis en plus, vous rajoutez une petite opération à côté, relativement simple, avec je ne sais plus combien de chirurgiens, qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de contamination. C'est hyper complexe. Là. Tout à fait. Ça, tu l'as bien nommé. Il y a énormément de mesures autres que le projet d'ingénierie lui-même qui doit être pris en compte. Effectivement, il y a toute la question d'aseptie, la question de ne pas avoir de bris de service pendant justement que ce soit des opérations ou autres services cliniques, ce qui fait que ça rend un shutdown, du moins un arrêt programmé pour réaliser des travaux beaucoup plus complexes qu'on pourrait le trouver dans un immeuble en construction que le client n'a pas encore accédé à l'immeuble. Oui, puis les périodes aussi, on manque, l'enjeu principal dans le milieu de la santé, il manque de médecins, il manque de temps d'opération. C'est en plus, de votre côté, vous arrêtez des salles d'opération. C'est comme impensable. Là. Non, c'est pas une option. Habituellement, c'est pas une option. Non, c'est ça. C'est rare qu'ils lèvent. Ah oui, j'ai un petit 2 semaines tranquille sur cette salle-là. C'est comme, ils finissent. Je me souviens, la première fois que Mané, moi, une des raisons que j'ai compris pourquoi j'irais pas en santé, c'est que Mané, je vais faire un petit mandat. Puis, moi, je suis habitué dans les écoles, les usines, t'ouvres les portes, on check, on prend un relevé. Puis, première, là, il me dit, tu fais le relevé là, puis tu suis à tuyauterie. Puis, c'est un projet très simple. Là. Il y avait de l'isolant avec l'amiante, puis il fallait que j'enlève
qu'on retire l'amiante. Puis là, moi, je me dis, c'est relativement simple. Puis là, en plus, avec l'amiante, ils mettent des bacs, ils mettent des gros sacs. Fait que pour le contrôle, tout, c'était comme très facile pour moi. Mais, moi, je me promène. Moi, j'ouvre les portes. Là, j'ouvre. Puis, il y a comme le sas avant la salle d'opération. J'ouvre ça. J'ai vu genre 20 têtes se tourner. Qu'est-ce que tu fais là? Mon erreur, là. J'ai compris que on peut pas faire tout ce qu'on veut dans les hôpitaux. C'est très, très, très complexe dessus. Un exemple que je peux peut-être apporter qui met en lumière un peu. Remplacer, mettons, un panneau électrique qui est vétuste. Dans un immeuble vacant, c'est quelques heures pour un électricien remplacer un panneau électrique. Dans un hôpital, s'il y a 42 circuits dans le panneau, chaque circuit peut alimenter des services critiques. Donc, chaque circuit, c'est un shutdown. Fait qu'il peut y avoir 42 shutdowns à la limite, c'est théoriquement, pour remplacer un panneau électrique. Donc, ce qui pourrait prendre 4 heures, peut prendre peut prendre quelques semaines à remplacer un panneau électrique. Parce qu'on ne peut pas se permettre des gens qui sont sous appareils médicaux de les débrancher sans aviser ou sans prendre les mesures appropriées. Donc, c'est beaucoup de travail faire des shutdowns dans un hôpital. Ouais, non. C'est quoi les enjeux que vous voyez actuellement dans les hôpitaux? Tu sais, mettons, si on regarde juste au niveau bâtiment, là, tu sais, bon, on a une coupe ici à côté, on en a une qui s'en vient à Vaudreuil, des nouveaux hôpitaux à la fine pointe de la technologie. Bien, je dis fine pointe parce que va falloir aussi prendre des décisions. Là, il y a un niveau budgétaire aussi qui est de plus en plus difficile à respecter. Fait que, oui, on va être à la fine pointe, sauf qu'à un moment donné, on a des limites. Là. C'est quoi les enjeux que vous voyez avec les bâtiments vieillissants? Bien, je répondrai peut-être pour les hôpitaux, pour on répondre aux enjeux du génie conseil. Là. Les enjeux des hôpitaux, c'est sûr que les enjeux généraux de manque de main-d'œuvre, de vieillissement de la population, d'accroissement dans les Laurentides, il y a une démographie qui augmente, donc les besoins sont plus importants également. Mais si je regarde plus du côté ingénierie et bâtiments directement, on a certains bâtiments qui sont plus vétustes que d'autres. On a des cibles gouvernementales sur la lutte au changement climatique, la réduction des émissions de GES, l'efficacité d'énergie. Lorsqu'on met un peu tout ça ensemble, bien, ça permet à un moment donné de penser en dehors du cadre et d'arriver avec des solutions novatrices pour décarboniser nos bâtiments à l'intérieur des projets qu'on réalise. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il y a beaucoup de ça. Je vous donne un exemple. Actuellement, on travaille beaucoup de dossiers de décarbonisation, mais entre autres, une nouvelle chaufferie pour l'hôpital de Mont-Laurier qui va s'intégrer avec l'agrandissement de l'hôpital elle-même qui est en développement. Et cette nouvelle chaufferie-là sera potentiellement à la granule de bois, qui est un résidu forestier, qui est une énergie verte. Attends un peu. Il va être 100% en biomasse? On travaille pour que je sois 100% en biomasse. Dans ce cas-ci, parce que c'est incroyable, ça. C'est Excuse-moi assez incroyable. De te couper, là, mais c'est assez incroyable, là. Bien, il faut considérer que le réseau de gaz naturel, qui est peut-être fossile, mais qu'on pourrait aussi avoir du GNR à l'intérieur, gaz naturel renouvelable, mais arrête à Sainte-Agathe. Donc, tout ce qui est plus au nord, actuellement, est au mazout. Donc, la capacité Hydro-Québec pour tout mettre électrique n'y est pas. Donc, on a réservé le dernier bloc actuellement qui restait pour cette région-là pour faire notre agrandissement. Donc, j'ai besoin d'une grande quantité d'énergie. Mes sources d'énergie verte pour se décarboniser en même temps qu'on fait un agrandissement, de décarboniser pas juste l'agrandissement, mais l'existant également. On doit se tourner vers d'autres énergies vertes qui sont peut-être un peu plus novatrices. Et du résidu forestier, il y en a énormément au Québec. Là. Il y en a. Je me souviens, là, après une douzaine d'années, j'avais fait un projet à Baie-Saint-Paul. C'est un projet préliminaire avec une boucle thermique à l'intérieur pour feeder tous les bâtiments de la ville. Autres bâtiments, là, on proposait aux joueurs majeurs, aux propriétaires de gros bâtiments, de se plugger dessus avec des réseaux de chauffage. Puis, tu sais, moi, un des enjeux que je voyais dans le temps, c'était, tu sais, je veux du gaz, je veux du mazout, les trucks viennent livrer, on a des réserves, on n'a pas assez, on a peur, rajoute des réservoirs, tout ça. Avec la biomasse, comment tu vois ça?
On avance dans l'ingénierie du projet, là, on verra. Le but, c'est de le concrétiser rapidement avant. Je pourrais parler d'autres énergies également que souvent on va faire intervenir, comme des puits de géothermie. Dans les agrandissements, c'est intéressant, ça crée une énergie basse température. Par contre, pour l'existant, où on a des anciens réseaux dont le dimensionnement ne permet pas d'être à basse température, à ce moment-là, la géothermie n'est pas applicable. Mais on a aussi des grands besoins de vapeur, puis on va parler de la stérilisation mobile tantôt, mais les services de stérilisation, de façon générale, consomment beaucoup de vapeur que la géothermie ne pourrait pas offrir. C'est votre plus gros consommateur. La géothermie est un gros consommateur. Il faut tout le temps se rappeler qu'un hôpital, c'est un hôtel aussi. Lorsqu'on regarde que c'est Attends un peu, Mario. Un hôtel, comment tu vois ça? Dans le sens que, on va juste regarder l'hôpital de Saint-Jérôme, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est un peu moins ou près de 2 millions de repas servis l'année passée. Il y a quand même 450, 460 lits, je n'ai pas le chiffre exact, mais on ne le réalise pas, mais un hôpital, il y a tous ces gens-là qu'on doit nourrir également. Donc, les besoins en cuisine, laver. Les besoins en cuisine, on parle de besoins, c'est des très, très grandes cuisines là, pour être en mesure de satisfaire à la demande, là, aux besoins. Donc, il y a toute la portion hôtellerie dans un hôpital qui va avec, là. Toute la literie et tout ça. La buanderie, ça doit être énorme. Les parties qu'on fait à l'interne dans certains de nos établissements, d'autres sont faits de façon contractuelle à l'externe. Mais oui, il y a une question de buanderie qui est gigantesque, une question de cuisine qui est gigantesque. Il y a du chauffage, énormément de bâtiments, avec la Z317.2 qui exige des ratios de changement d'air frais qui sont très importants, dépendamment des services dans les hôpitaux. C'est pas égal partout, là. Mais ça demande énormément d'air frais. Tout cet air frais-là doit être chauffé sur une base annuelle. On ne peut pas dire on ferme la ventilation lorsqu'il fait trop froid l'hiver. Il faut maintenir les conditions. Plus difficile à... C'est ça. Quand c'est relié à l'air frais du bâtiment ou ce que... En plus, dans le milieu hospitalier, c'est comme... La place où ce que tu veux de l'air frais, c'est où ce que il peut y avoir des virus, où ce que tu veux faire tes changements d'air le plus possible versus, mettons, un garage ou un commerce ou une école. Tout à fait. Tu deviens beaucoup plus critique là, mais les coûts... Vous avez combien de pieds carrés au total? Ça, c'est une bonne question. On a une centaine de bâtiments, dont 40 qui nous appartiennent, 60 loués environ. Dont 5 hôpitaux, plus un gros centre de service à Rivière-Rouge. Donc, en pied carré, je serais embêté de répondre à cette question-là, mais on a très grand. Sur un très grand territoire. Je regarde, mettons, Saint-Jérôme, là, ça doit être plusieurs centaines de milliers de pieds carrés. C'est très, très grand. C'est énorme, là, l'empreinte au sol. Là. Oui, tout à fait. Toi, Alex, c'est quoi tu vois comme enjeu dans les hôpitaux? T'es dedans parce que ce que j'aime d'aujourd'hui, c'est justement le fait que Mario, lui, il opère les bâtiments, il travaille dedans. De ton côté, juste prendre des relevés dans les hôpitaux. Ouais. Les relevés, tout le temps, on ne tentait pas, dans la plupart des lieux, on ne tentait pas, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est carrément une enceinte mobile qu'on doit pouvoir remonter pour... Le but, c'est que l'endroit où on est demeure sans poussière. Dans plusieurs des endroits où il peut y avoir des patients, on ne peut pas avoir de poussière, donc on ne peut pas avoir l'air du plafond rempli de déchets de poussière qui retombent dans ces espaces-là. Alors, on doit se promener avec une enceinte mobile qu'on vient remonter, c'est pratiquement étanche, jusqu'au faux plafond pour pouvoir enlever une tuile. Maintenant, il faut que cette enceinte... Attends un peu, pour que les gens comprennent, pour venir enlever une tuile. Et prendre des relevés, là. Et là, t'es chanceux si t'as réussi à enlever ta tuile, parce qu'on arrive dans une pièce, dans un hôpital, t'as des gaz médicaux, t'as des panneaux d'alarme, t'as des haut-parleurs d'appel général, des haut-parleurs d'appel spécialisés. Fait que t'as une panoplie d'éléments, des gicleurs, c'est tout le temps giclé parce que c'est tout le temps des gros bâtiments, plus tous les conduits de ventilation, les diffuseurs, les grilles. Alors, quand on arrive dans une pièce, souvent... tout le monde aimerait ça avoir plus grand. C'est assez occupé, hein? On s'entend. C'est pas des gros espaces. Tout est optimisé. Alors, on voit, là, on arrive dans un espace, il y a des chaises, dans un laboratoire, il y a des microscopes, il y a plusieurs équipements qui sont au sol, qui fait que la tente n'est pas, là, qui est 2 par 4, qui est 2 pieds par 4 pieds. On peut pas la mettre n'importe où. Puis elle, pour qu'on puisse la lever, il faut qu'il y ait une tuile libre. Puis au sol, en dessous d'elle,
faut qu'il y ait un espace libre de 2x4 accessible par la tente. Alors, il arrive souvent qu'on est dans un local, là, j'arrive, je regarde au plafond, puis je regarde au plancher, puis il n'y a pas une seule tuile que je peux lever, ou des fois, juste une tuile. On arrive pour la lever, puis là, on est pris, il y a un conduit de ventilation, la tuile s'enlève mal. C'est ça. Fait que là, Tu sais, ça prend 1 heure, tu le places, tu puis là, l'ouvres, t'es tout content. t'as un gros conduit de ventilation, Ouais. t'as ça pour voir à côté. Fait que c'est un grand défi pour ça de pouvoir comprendre les réseaux, surtout dans des bâtiments. C'est difficile de garder des plans à jour. On peut en parler maintenant. Là, on a le BIM qui nous apporte une dynamique 3D pour les nouveaux bâtiments. Mais tu sais, les vieux bâtiments qui ont été faits il y a une centaine d'années, les plans, c'est difficile. Puis il y a eu plein de projets, plein d'équipes techniques qui ont été intégrées là-dedans. On essaie de les garder le plus à jour. Les établissements de santé font des efforts vraiment importants là, pour être le plus à jour possible, mais les relevés sont là pour ça. Puis comme c'est difficile d'accès, ben des fois, on a des surprises. Alors, comment nous, on fait? Ben, il y a des contingences qu'on fait. Il faut qu'on ait une bonne communication avec nos clients. Je pense que tout vient de là pour pouvoir comprendre le risque puis que le chargé de projet de l'établissement puisse comprendre c'est quoi les données qu'on a, c'est quoi le risque qu'on fait, puis est-ce qu'on y va avec ce risque-là en appel d'offres, puis après ça, on va le gérer peut-être avec des coûts supplémentaires, mais si jamais c'est connu qu'il y a un inconnu, ben c'est plus facile à accepter ou à gérer. Ou est-ce que des fois, on est capable de faire des ouvertures exploratoires, de mettre une petite zone de chantier. Des fois, on est capable de carrément mettre une zone qu'on va faire une démolition, puis on fait un premier lot de démolition pour pouvoir voir les plafonds. Mais encore là, c'est toute la logistique d'accès puis de temps, parce que plus on rajoute des étapes dans un projet, plus cet espace-là ne peut pas être utilisé pendant longtemps, puis de l'espace dans des hôpitaux, il en manque. Ouais. Mais là, tu parles de tout ça, puis ensemble, sûrement, tu vas pouvoir parler de ça, mais là, dans tout ça, il y a le facteur temps, à un moment donné, tu promets des choses, il faut les faire arriver. Là, tu parles juste des relevés, là. On n'a pas parlé de l'exécution, là. On parle de visuel. T'en as parlé tantôt aussi, juste les relevés que tu essayais de faire. Tu peux pas rentrer n'importe où à n'importe quel moment. Fait faut n'importe quelle heure. Il faut que nos équipes s'ajustent aussi. T'sais, avoir Alex un soir de semaine, c'est assez dur parce qu'il est souvent relevé après les heures. Des chantiers. Non, mais c'est vrai. Mais on non, pas le choix. Tous les relevés, les chantiers, souvent, on n'a pas le choix. Il faut que ça soit en dehors des heures. C'est là qu'on peut y accéder. Tu sais, la stérilisation, là, on parle de l'Anmobile, mais on fait des projets dans la stérilisation centrale aussi. Ben, c'est évident, les gens, ils travaillent fort pendant le jour, puis les effectifs réduits arrivent la nuit. Et c'est là que nous, on est capable d'avoir accès sans avoir, en plus de toutes ces contraintes-là, avoir tout le personnel. L'hôpital, c'est sûr, ça vit 24 heures sur 24, 365 jours par année. Mais ça vit moins fort la nuit quand même. C'est là qu'on prend ces opportunités-là. En fait, il faut que les gens aillent se reposer. Il faut que les gens... Puis, tu sais, on parle de ces enjeux-là. Là. On va parler du projet parce que j'ai plein de questions reliées à ça, mais tu sais, des projets d'innovation comme on a là, que j'aimerais qu'on en parle, là, mais il ne devrait pas plus en avoir pour justement aider à procéder, tu sais, à justement les shutdowns. On va parler un peu regarde, on va y aller tout de suite, puis les questions, à la limite, on le fera sur sa deuxième portion. Cassandre, tu veux-tu présenter un peu le projet? Ou qui veut y aller? Moi, je t'envoie les questions, moi, je les envoie à tout le monde. C'est bien correct. Je vais laisser les gars en parler. Ils ont assez travaillé fort dessus. Je commencerai peut-être par la genèse du projet. Oui. De où est né ce projet-là? Parce que tu sais, unité de stérilisation, quand j'ai vu unité de stérilisation, moi, j'étais comme, ben oui, là, il y en a dans tous les hôpitaux, là. Tu sais, fait que, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Mais de où c'est né? L'idée est née, dans un premier temps, premièrement, pour que les gens comprennent bien, une stérilisation qui s'appelle une URTM, une unité de retraitement des dispositifs médicaux, qui est le terme officiel, qu'on appelle une stérilisation. C'est intimement lié avec un bloc opératoire. Un bloc opératoire ne peut pas opérer sans avoir les équipements stérilisés. Donc, ça va de soi que c'est intimement relié. Notre URDM, notre stérilisation de l'hôpital de Mont-Laurier était très vétuste et on avait besoin de la rénover. Et comme on ne peut pas fermer le bloc opératoire, on ne peut pas fermer la stérilisation, on ne peut pas rénover un milieu qui est une aseptie très importante sans faire un peu de poussière, faire des travaux. Donc, on devait sortir la stérilisation de là momentané. Il y avait ça. Mais attends un petit peu, momentané, combien de temps? C'était 4 mois les travaux, toute une pratique. Quand même. Mais quand même, on ne peut pas 4 fermer mois, le bloc. pas d'opération.
installation. Finalement, ça, c'était initialement, c'était plus long, les travaux. Mais de 4 à 6 mois, on ne peut pas fermer un bloc opératoire pendant de 4 à 6 mois. Ça va de soi. Et à Saint-Jérôme, d'ici à ce que l'agrandissement qui est annoncé, donc qui est en développement, l'agrandissement de l'hôpital, qui aura des capacités du RDM plus étendues et plus grandes pour plus de salles d'opération également. Mais d'ici ce temps-là, on a un manque de capacité de stérilisation également qu'on devait combler. Donc, lorsqu'on regarde tout ça, on avait besoin, pour un 8 ans en avant, essentiellement à Saint-Jérôme, mais dans un premier temps à Mont-Laurier, d'avoir plus de capacité de stérilisation. On a regardé dans un premier temps pour louer une unité de stérilisation mobile sur une remorque. Une roulotte de chantier, stérilisation. Non, là, je le simplifie. On simplifie, oui. Mais en gros, oui. c'est comme un bloc. Beaucoup de grosses roulottes. Ouais, c'est ça. Non, mais ça ressemblait plus à ce que j'appelle un Winnebago. Là. Ouais. Ça ressemble vraiment à ça. Là. Ouais. Puis avec des slide-in, slide-out sur les deux c'est côtés qu'on pouvait sortir. Et l'idée, c'est que sur 8 ans, ça coûtait comme un 15-16 millions de location. C'était très, très dispendieux. Fait qu'on a regardé ça. 16 millions? C'est très dispendieux à louer. Fait qu'on a regardé ça, puis j'ai un peu l'idée de dire, on est capable de s'en faire une. On va, tu sais, pourquoi pas? Tous les éléments, on les connaît. Ce qui est différent, c'est que là, on va devoir faire ça, que c'est transportable. Donc, on va se creuser la tête un peu, puis on va apporter cette légère, cette grande modification-là. Fait que l'idée est partie de là, de dire, on va en faire une qui va te servir à Mont-Laurier dans un premier temps et qui pourrait être transportée à Saint-Jérôme dans un deuxième temps. Pour ce faire, là, j'ai rassemblé une bonne équipe d'ingénierie, GBI, avec une bonne firme d'architectes de Dave Wayne Bennett, là, ainsi qu'une bonne firme d'architectes, c'est DLL. On a regroupé les professionnels, puis on a commencé à travailler le dossier, de voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça pour que ce soit transportable. Il faut que ça passe sous les viaducs, il faut que ça passe dans le chemin, parce qu'on passe à cette immense. Exact. Là. Moi, j'aurais aimé ça, être là à ce premier meeting-là, quand bon. Regardez, guys, j'ai quelque chose pour J'ai une idée. J'ai une idée. On fait ça. Puis en plus, il faut que ça soit transportable, facile. Puis, moi, j'ai toujours vu, les unités de stérilisation, c'est quasiment plus contraignant, mettons, d'aller là-dedans que quasiment les salles opératoires. Là. C'est vraiment... y accéder, ça se ressemble, mais il y a plus d'équipements mécaniques encore. Ouais. On disait, il y avait un produit qu'on pouvait louer, peut-être pour continuer là-dessus, puis faire le lien avec l'ingénierie. Effectivement, la partie juste... stérilisation pouvait se louer, mais par contre, il n'y avait pas toutes les installations mécaniques associées à ça qui avaient aussi besoin d'être rénovées à Mont-Laurier et améliorées à Saint-Jérôme. Fait qu'il y avait tout ce manque-là aussi qui n'était pas résolu par le produit là, qui coûtait très cher, qui pouvait être loué, faire venir des États-Unis. Dans une stérilisation mobile ou non, on a de l'air d'instrumentation, on a de l'eau pure, on a un réseau d'eau potable, un réseau d'eau non potable, parce que comme il y a du laboratoire, ça peut pas être les mêmes réseaux, là, tu connais ça. Fait qu'on a ça à Marmousseau, on doit aussi avoir un système de ventilation très performant qui nous permet de garder la qualité d'air. Performant. Puis, il y a toute la déshumidification là, qui est de l'enjeu. On ne doit pas dépasser 60% d'humidité, jamais. Sinon, il y a un risque de perdre la stérilité des produits, du moins dans la zone stérile. Évidemment, dans la zone souillée, c'est un peu plus permissif. Là. Mais c'est le même système. On ne va pas se mettre... Fait que quand on regardait ce produit-là, là, on voyait qu'il manquait des choses. Puis finalement, il fallait tellement faire d'installations que ça faisait vraiment du sens. Moi, quand on me l'a présenté, que ce soit nous-mêmes qui le fait, avec les normes du Québec, parce que, c'est pas les mêmes normes que le produit aux États-Unis, avec nos besoins à nous. Moi, je suis tout de suite embarqué dans le projet, puis je trouvais ça très excitant, puis j'étais content en même temps que Mario nous fasse confiance, puis dise « Hey, GBI vont être capables de m'accompagner là-dedans. » J'ai tassé quelques projets pour avoir le temps, l'énergie, parce que là, il y a tout le temps des enjeux d'échéancier pour pouvoir... faire une preuve de concept puis dire oui, on va pouvoir le faire puis ça va fonctionner. Là, mais tu t'as dit, le produit qui existait des États-Unis, en bout de ligne, lui, c'était vraiment où ce qu'ils font le souiller puis la stérilisation, mais tous les services fallait se connecter au bâtiment. Exact. Mais là... Fait que ça aurait coûté beaucoup plus cher que le 16 millions. Là, on les avait pas. Oui, les montants qu'on mentionnait tantôt n'incluaient pas les raccordements à l'existant qui sont majeurs, le raccordement de vapeur ainsi que tous les autres services qui ont été mentionnés. Parce que celle-là, l'unité, il faut mentionner, c'est une unité de stérilisation, mais est autonome. Là.
Il y a certains branchements, Assez, certains oui, branchements. oui. Mais on a ajouté ce qui manquait dans ce qui aurait été en location. Oui, c'est ça. Ben, Il faut l'électricité. Là, Ah oui, il faut c'est qu'on clair. se Ouais, c'est ça, relie on se à quelque raccorde. part, il faut de l'eau. Là, C'est tu ça. ne feras Le pas but- un branchement d'aqueduc, mais une fois rentré là, l'unité de déshumidification est. Ben, le but, là, c'était elle sert juste à ça. Là. quand on fait ces projets-là, on voulait pouvoir remplacer le réseau d'eau pure, le réseau dans l'instrumentation puis la ventilation. Quand on fait le projet à Mont-Laurier, on a besoin. Puis à Saint-Jérôme, ben même là, il y a aussi un réaménagement qui se fait dans l'unité de stérilisation centrale. Fait qu'on ne pouvait pas venir se brancher sur ces réseaux-là. On a besoin de les moderniser. On a déjà ce besoin-là. Fait que c'était ça l'idée de, au moins, on sort tous les réseaux spécialisés. Maintenant, oui, comme tu dis, il y a quand même des raccords à l'existant. On se raccorde sur l'eau potable. T'sais, la source d'eau, on n'a pas une nouvelle entrée d'eau de la ville. Là, on n'a pas une nouvelle entrée électrique. Ça serait trop dispendieux de toute façon de refaire à chaque fois une entrée électrique. Ouais. Fait que il y a des réseaux comme ça qui sont raccordés à l'établissement. Mais la logique en arrière de ça, qu'on s'est toujours gardé en tête, c'est quoi qu'on veut faire quand on fait un projet de remplacement d'une URDM? T'sais, quand on va arriver, là au début on l'a fait à Mont-Laurier, on le fait à Saint-Jérôme, mais si on arrive après à Sainte-Agathe ou même dans d'autres CIS ou CIUS, c'est quoi qu'on veut faire quand on fait un projet de modernisation d'une URDM? Ce qu'on veut faire, c'est moderniser le réseau d'eau pure, moderniser le réseau d'instrumentation puis la ventilation, plus les espaces. Souvent, le reste, on veut pas moderniser l'entrée électrique parce que tu fais ça. Fait que là, Fait que c'est vraiment dans cette optique-là de pouvoir aider dans des projets qui vont être différents dans le futur pour pouvoir avoir le plus de flexibilité possible qu'on l'a pensé. Ben, qui a été pensé par le CIS puis on l'a accompagné. Oui, parce que je pense que ça se fait pas tout seul. Là. Ça vous a pris combien de temps en réflexion, conception? Je l'ai vraiment pas timé, mais 4 à 6 mois. Ouais, je dirais à peu près ça, 4 à 6 mois. Évidemment, tu sais, vu que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant, c'est un prototype, il y a comme eu, on a fait plusieurs pas vers l'avant, après ça, on a dû reculer. On avait eu des idées, des directions qu'on pensait qui étaient excellentes. On a dû faire des petits pas pour dire, OK, là, on comprend mieux tous les enjeux qu'on va avoir. Puis tout le monde est resté très agile dans la démarche. On a vraiment aimé, nous, là, comme professionnels, l'approche du CIS, de tout le temps dire, OK, on reste ouvert d'esprit, c'est quoi qu'on a vraiment de besoin, on va rencontrer le clinique pour pouvoir mieux maîtriser leurs besoins, parce qu'il y a plusieurs personnes impliquées dans un projet comme ça, là, de l'établissement. Oui, tout à fait. parce que tu sais, la job de convaincre les gens d'embarquer là-dedans, tu sais, on tombe, tu sais, on en a parlé tantôt, là, tu sais, dans les hôpitaux, là, il faut que tout continue, là. Fait que là, si tu dis, dans 6 mois, on a refait notre unité, ben dans 6 mois, il faut que tu sois là avec ta nouvelle unité, puis il faut que ça fonctionne, parce que on a 3500 opérations qui s'en viennent dans le prochain 6 mois, là. Tu sais, il devait avoir, genre, 40 personnes autour de la table quand... Je dirais que ça 60. ça se répartit en 2 équipes, je dirais, de façon générale. Ouais. Il y a tout ce qu'on pourrait appeler l'équipe ingénierie et construction, d'une part, avec les professionnels, entrepreneurs et tout ça. Mais il y a en parallèle toute l'équipe clinique qui ont dû aussi se réorganiser. Parce qu'il y a une route, là, pour que ce soit pour le souiller ou le propre, puis l'entreposage là, du matériel stérile et tout ça, qui fonctionnait avec une organisation du travail. Là, donc, ça prend du personnel. Où ils prennent le personnel, de quelle façon ils entreposent, qu'est-ce qui va se stériliser dans la stérilisation existante, qu'est-ce qui s'en vient dans la mobile. Donc, il y a toute une réorganisation du travail qui a dû accompagner ça, qui s'est fait de leur côté, c'est bien sûr. Oui, parce que tu veux pas passer avec du souillé dans le corridor des urgences. C'est compliqué. L'autre chose, c'est du souillé en médicaux. Pas tout le temps, il y a un peu de sang. Il peut avoir du sang. Il y a du sang, Alex. Là, on va se dire vraies affaires. Il y a du linge souillé, il y a des instruments souillés, il y a de tout, là, dans ça. Fait que c'est clair que tu peux pas te promener avec ça n'importe où dans le corridor, mettre ça à côté de la machine. Fait que ça, de ce côté-là, mais après ça aussi, c'est de tout que les gens embarquent dans le concept de dire OK, go, on le fait. Là. Puis l'autre complexité, c'est que là, tu le pensais à Mont-Laurier, mais après ça, il fallait que tu t'en ailles à Saint-Jérôme avec, puis après Saint-Jérôme, il va servir à une autre place. Potentiellement. On essayait de penser un peu aux 2 en premier pour s'assurer que ce qu'on faisait était transportable et pouvait répondre aux 2 besoins, essentiellement. Et éventuellement, à partir du moment... ce qui a été réalisé, qui pourrait être présenté au niveau mécanique un peu plus tard, permet justement une grande flexibilité.
que ça peut s'ajuster autant sur les réseaux qui est à Mont-Laurier que sur ceux de Saint-Jérôme qui sont complètement différents, et que ça pourrait être adaptable ailleurs aussi. Donc, on est revenu à la base un peu, tu pourras parler davantage au niveau technique, là, mais revenir à la base de la conception pour être capable d'avoir de quoi qui est pleinement adaptable. Pas évident, tout ça. Moi, à chaque fois qu'arrive un projet comme ça, je pense que c'est en bon de nommer tout le monde qui... Ben, je sais, Alex, on va en oublier. Je le sais, bien Sam, on va en oublier. Mario de Tombard, mais... Tu sais, pouvez-vous quand même parler de ces gens-là? Parce que, tu sais, là, c'est cool. Vous êtes les trois là in front, mais il y a eu énormément d'ouvrages en arrière de ça. Là. Ah, tout à fait. Il y a des éléments clés, hein? Il y a des personnages qui ont été clés à l'intérieur de ça. Je commencerai par ma direction, qui ont accepté d'embarquer, de financer une telle initiative. Ça prenait du courage, là, ça prenait du courage. Tu sais, dans le milieu de la santé, puis on va revenir à la personne, mais tu sais, dans le milieu de la santé, là, vous êtes sur le hotspot 365 jours par année. Tout à fait. Depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. T'sais, vous avez tout le temps été sur le hotspot. Fait que quelqu'un embarque dans de l'innovation comme ça, c'est incroyable. Tout à fait. C'est donc, qui cette personne-là? Martin Robert, directeur adjoint des services techniques, qui a autorisé le projet, qui m'a permis d'avoir le financement pour le réaliser. À l'interne, au niveau des personnages clés pour la réalisation, j'ai un monsieur qui s'appelle François Beauregard dans notre équipe construction qui a joué un rôle et qui joue encore un rôle clé dans la réalisation. Mathieu Saint-Denis, basé à Rivière-Rouge, qui a joué un rôle clé également dans la mise en place au chantier. Et puis là, évidemment, comme tu l'as mentionné, j'en oublie, il y a énormément de gens qui ont collaboré. Mais ce sont des acteurs clés là, qui ont joué oui, parce que si eux autres disaient non, il n'y avait pas de projet. Là. Ben, on a besoin de beaucoup de gens pour réaliser un projet de même. Là. Exact. Puis Sam, Alex, vous autres de votre côté, quand vous avez amené ça avec l'équipe, je sais, toi Alex, si je te dis ça, toi t'es excité, là, mais il y a le reste des membres de l'équipe qui devaient quand même avoir, c'est un challenge assez important. Là. Ben, tu sais, nous, déjà avec notre philosophie de compagnie qu'on veut innover, puis tu sais, notre dicton, c'est être où le génie sera. Quand on arrive avec un projet comme ça, je suis pas le seul qui est excité. Le reste de l'équipe est content. Là. C'est comme, yes, Alex, ton client t'a fait confiance, t'as passé le bon message à tes clients de on veut innover, on veut être là pour ces projets-là. Si le projet il est tough, qui a jamais été fait, on est là puis ça nous tente d'embarquer. C'est ça qui est le fun. Puis comme tu dis, Alex, ça vient vraiment nous chercher, ça motive nos jeunes, de leur faire sortir de leur zone de confort, de voir qu'est-ce que tu apprends sur ce projet-là que tu peux répliquer après. Puis ce projet-là, on le fera sûrement jamais pareil comme on l'a fait là. Moi, je peux te dire on va le faire. Non, mais il sera pas identique. Non, il va avoir... Là, vous avez vraiment adapté ça aux 2 hôpitaux qui étaient là. Vous avez parlé aux gens qui étaient impliqués, mais si on le fait ailleurs, mais ça va être différent. Fait que ça va être encore des nouvelles pensées à faire. Puis l'équipe va encore être sur le edge de venir réaliser un projet de même qui est complètement différent, qui est le fun à faire. Là. Fait que quand le projet est arrivé, c'est sûr que quand Alex, vous le connaissez, là, il est arrivé avec le couteau entre les dents, il touchait plus à terre, puis il était content d'avoir ce job-là. L'énergie, elle se transmet à l'équipe, après ça, pour la réalisation. Et j'en suis. C'est ça. Ben, après ça, il fallait trouver les bonnes personnes. Évidemment, dans un projet comme ça, je prends beaucoup de place dans notre équipe parce que je veux être sûr puis je veux que ça puisse rayonner par la suite. Mais tu veux être entouré avec les bonnes personnes qui a le goût de participer à ça. Il y avait un CPI avec nous à l'époque. Là, Louis, il est rendu ingénieur. Fait que je dis à l'époque, il est encore avec nous, mais il est rendu ingénieur. Louis Mercier Desjardins m'a suivi tout au long du projet. Puis c'est un projet difficile pour un CPI parce que c'est sûr que on avait une belle dynamique, moi puis lui, mais des fois, j'ai eu à le brasser, entre guillemets, dire « Hey, là, Louis, t'es pas là. C'est un projet difficile. Je sais que t'as jamais... » Fait que là... mais après ça, il était fier. Puis, tu sais, les tapes dans le dos venaient aussi parce qu'il a travaillé très, très fort. Puis il nous a livré vraiment... tu sais, j'y serais pas arrivé sans lui. Fait que, tu sais, c'est... Mais commencer dans un projet aussi innovant, aussi difficile, entre guillemets, c'est quelque chose pour un CPI. Puis je suis content. Là, tout le monde est embarqué. On a vraiment eu une belle équipe jusqu'à la fin. Ouais, ben tu sais, t'en parles. Moi, ce qui m'étonne tout le temps de projets d'innovation comme ceux-là, il n'y a pas de référence. T'sais. C'est oui, on a déjà fait des unités de stérilisation, mais tu sais, mettons, une unité de stérilisation standard, c'est quoi? 3500 pieds carrés à peu près? Ah, grosso modo. Là, là, vous autres, vous avez rentré ça dans quoi?
1500, 1600 pieds carrés. Là. Quelque chose comme ça, oui. Portatif, c'est tous des challenges que tu dis, ah ouais, une stérilisation, parfait, il y a ça comme système. Là, après ça, tu fais, ouais, c'est ça, j'ai oublié de te parler, il faut que ça soit plus petit que d'habitude, parce qu'après ça, il faut le transporter. C'est toutes des affaires. Chaque décision a beaucoup plus de facteurs que tu arrives dans une unité de stérilisation. Je ne dis pas que l'équipe qui va avoir à refaire l'unité de stérilisation qui est déjà en cours à Mont-Laurier puis qui va avoir à faire à Saint-Jérôme, je ne dis pas qu'ils sont dans un projet facile. Rien en hospitalier. Par contre, rien en hospitalier que je vais dire que c'est facile, mais il y a une complexité supérieure à cela. Fait que ça a dû être tout un challenge, là. Puis en électricité aussi, là. Tu sais, veux pas. Ouais, je sais. On est tous ingénieurs mécaniques, c'est facile de faire de la mécanique. Mais tout à fait. Tu sais, électricité, oui, tu te raccordes, mais fallait que. Tu sais, tu avais énormément d'équipements là-dedans à feeder. Oui, tout à fait. Place. Tout à fait. Fallait que le système puisse fonctionner à l'autre place autant que là. Si on rentre un peu, on étend un peu ça un peu plus large que l'électricité, le concept, dans le fond, il faut voir que c'est comme 8 morceaux de Lego. Et ces morceaux de Lego-là sont trop hauts pour passer sous les viaducs pour être transportés. Donc, il y a 8 morceaux en haut, 8 morceaux en bas. Donc, on est en 16 morceaux de Lego pour réaliser une stérilisation complète. Dont la moitié, grosso modo, 4 modules, du moins 8 modules. 8 modules. 8 modules sont de salle mécanique et 8 modules sont pour le service de la stérilisation. Il y a une complexité très importante parce que chaque module, en se débranchant, là je pourrais te laisser aller dans cette direction-là, mais on devait débrancher tous les services. Là. Il y a de l'électricité qui doit être avec des jonctions, que ce soit tout pensé pour être défait et refait à l'autre endroit. Et c'est là que la mobilité se donne. Structurellement, que ce soit des morceaux de Lego, et après ça, qu'au niveau, que ce soit de la vapeur, que ce soit l'eau, que ce soit de l'air médical, tous les services doivent pouvoir se débrancher partout et se rebrancher partout. Et facilement. Puis ça devient un enjeu parce que dans les entreplafonds, évidemment, c'est cordé de tuyauterie. Et le tuyau le plus caché au fond, doit aussi pouvoir être débranché et rebranché. Donc, tout faut qu'il soit accessible. Il faut qu'il soit accessible. Tout doit être pensé pour pouvoir se débrancher et se rebrancher d'un module à l'autre. Puis une fois qu'il est rebranché, dans une unité comme ça, t'as pas le droit de fuite, t'as pas le droit de court-circuit. Il faut faire tous les tests, évidemment. Faut tout qu'ils soient retestés, mais après ça, faut que ça soit 100% étanche. Là. Tout à fait. Ouais. On c'est ça que j'aime avec vous autres, un calme. Effectivement, Bruno. Oui, mais les gars, ils ont de la misère à faire des bâtiments étanches. Vous autres, le faire une fois étanche, par moment, c'est complexe. C'est complexe. Vous autres, vous avez fait des modules, 16 modules qu'il faut rassembler, qui soient 100% étanches, parce qu'une simple contamination peut contaminer les outils qui vont faire en sorte qu'une opération va être un fiasco. Là. Tout à fait. En plus d'être scellé, l'aseptie doit être assurée en bout de ligne. Combien de tests? Une fois que vous rassemblez, ben là, il est assemblé une fois, là, mais vous avez dû faire un planning de quand on le désassemble, combien de temps ça va nous prendre. T'sais. Mais ça a déjà été fait. En fait, présentement, elle a déjà été déménagée. Elle est déjà à Saint-Jérôme? Ben oui, on est en train de finir l'assemblage à Saint-Jérôme, le raccord d'établissement pour pouvoir faire fonctionner à Saint-Jérôme. Fait qu'on a déjà vu les modules ont été déplacés sur plus de 180 km. Donc, ça marche pour vrai. C'est ça. Ben, attends un peu. On est en train de les rassembler. Mais, OK, mais juste les débrancher, combien de temps ça vous a pris? Ben, le projet au complet de débrancher, rebrancher, ça va s'être fait sur 4 mois, mais il y a plusieurs étapes là-dedans, qui ne sont pas nécessairement on débranche, on déménage, on branche. Dans tout ça, on a dû préparer le site à Saint-Jérôme. Les raccords à l'existant, on parlait, mais même la logistique de comment que ça va être accédé, le meilleur remplacement à trouver à Saint-Jérôme, puis ensuite, ben là, on a un petit peu de civil à faire parce que, bon, essentiellement, on le place dans le stationnement, là, ce qui était autrefois un stationnement, mais il y avait un bâtiment là qui était plus utilisé, qui devait être démoli. Fait que toutes ces étapes-là préliminaires font en sorte que le temps se rallonge, puis à la fin, ben là, tu as les raccords.
Comme à Saint-Jérôme, c'est un endroit où la stérilisation mobile va être là longtemps. Il y a un petit peu plus d'installation parce qu'on fait ça un peu plus robuste pour 8 à 10 ans. Il y a comme un entreposage stérile qui est fait. Il y a comme un corridor de service un petit peu plus complexe que celui qu'il y avait à Saint-Jérôme ou qu'on aurait fait si on avait juste besoin d'un temporaire pendant 4 mois. Là. Qui amène une certaine situation qui est un peu cocasse quand on parle de fun fact. Là. Les entrepreneurs, dans un premier temps, se demandaient un peu comment estimer le déménagement. Fait que finalement, on est retourné en appel d'offres et on l'a divisé en 4 lots. Un lot de désassemblage, un lot avec une équipe sur place à Mont-Laurier, un lot de déménagement avec des équipes spécialisées en déménagement, d'équipement lourd, avec un lot de préparation du nouveau site, avec tous les branchements à l'hôpital, le béton et tout ça, pour être capable d'accueillir l'unité de stérilisation mobile. Et finalement, un lot de réassemblage qui est en train de se finaliser. Et ça a permis d'avoir des équipes de chacun des endroits, de mieux cadrer, de mieux planifier, coordonner chacun des lots pour que ça puisse entrer. Puis, tu sais, le transport d'un site à l'autre, là, je te donne un exemple, là. Tu sais, l'air pur, là. C'est pas un tuyau, un pouce ouvert, puis on descend à 15 d'un bout à l'autre pour tu sais, faut que tous ces scellements-là soient faits. Ouais. Après ça, il faut que, une fois réassemblé, il faut tout restériliser. Il faut repurger au complet. On prend pas de chance parce que c'est sûr que même l'entrepreneur qui veut faire la meilleure job, il y a tout le temps un risque de poussière qui va se faire. Il reste qu'une partie qui sont en chantier. Faut qu'on vienne raccorder ces réseaux-là. Fait que oui, on vient repurger tous les réseaux une fois déménagés, restériliser. Nous, un des défis, là, quand on parlait des 16 modules, là, c'est au début, on aurait aimé ça pas avoir le module de plafond, tu sais, évidemment, puis d'avoir tout, parce que c'est là qui était un des plus gros enjeux, parce que à chaque prise de courant, faut que tu redescendes à chaque, tu sais, tout ce qui circule dans le plafond doit finir par redescendre pour l'eau. Fait que pour nous, c'était vraiment quelque chose qu'on a essayé d'éviter de faire. Mais la réalité, c'est qu'avec la quantité de réseaux qu'on avait, c'était impossible de rentrer dans les hauteurs qu'on avait. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, on y va, on circule dans le plafond horizontal, on se garde en dessous du plafond environ un 10 pouces qui va aller avec le module du plafond, puis le reste va être avec le module en bas. Il y a plein de choses qu'on fait pas normalement, puis que là, on a fait un exemple comme ça, là. Tu sais, normalement, dans un établissement de santé, tu veux pas que les circuits électriques circulent à l'horizontale parce que tu le sauras pas, puis c'est dangereux quand c'est un percement ou quelque chose d'autre à faire. Mais nous, il y a certains circuits qu'on s'est dit, OK, la première hauteur, dans le module du bas, on se permet de circuler à l'horizontale dans les modules parce que ça nous évite un paquet de branchements puis de débranchements quand on va arriver pour se promener d'un site à l'autre. Fait que le premier 300 mm dans les modules du bas, ben c'est de la circulation horizontale qui se fait dans les murs avec des conduits, puis on sait qu'on pourra pas revenir percer là. Fait que tu sais, c'est des choses comme ça qu'on s'est dit, tu sais, ça fait partie de ça, l'innovation. Ouais. On fait jamais ça, mais on revient à la base. Pourquoi on fait pas ça? C'est parce qu'il y a des dangers qu'on vient de percer puis qu'on ne le sache pas plus tard. Ben là, on va le savoir, mais on va le faire parce que ça va nous permettre de faciliter le déménagement. En ayant une empreinte plus petite, puis très précis. Je suis pas mal sûr qu'on le traverse d'un bord à l'autre. À Saint-Jérôme, ça se peut qu'il y ait des modifs, un petit peu pour s'adapter, peut-être des choses que mais pas dedans. L'aménagement à l'intérieur, il n'y a pas eu de modification. Les points de raccord sont les mêmes, mais... Il y a des restrictions qu'on peut retirer dans ce cas-là, un peu comme tu dis, de pouvoir passer à l'horizontale. C'est ça. Les gars, je viens d'avoir le temps. Je vous l'avais dit que ça allait passer super vite. C'est déjà une bonne heure dessus. On va prendre une petite pause. Là-dessus, on va continuer. Je veux qu'on parle contre qui vous étiez en compétition. Je veux qu'on amène un peu plus loin. C'est quoi les innovations qu'il y a eu dans ça, vraiment. Puis je veux qu'on parle un peu. Il y a dû y avoir des affaires qui se sont passées sur ce projet-là, que c'était pas prévu, ou des affaires que vous avez eu, des belles surprises. Fait que merci beaucoup pour cet épisode-là. Les gars, on va poursuivre la semaine prochaine. Pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'histoire de ce projet-là. Fait que sur ça, à la semaine prochaine. Merci. Merci.